Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, toujours, bien sûr, et on est à la page 14a, au milieu de la page, environ, vers la fin d'ailleurs, du milieu de la page, c'est un peu compliqué à dire ça. Toujours le chapitre 1. Alors on reprend notre analyse, toujours, de la première Mishnah qu'on avait citée. On avait établi quasiment tous les points, il nous restait un des derniers points de cette Mishnah principale au départ. Et alors on y va. Qu'est-ce que nous dit la Gemara à propos de ce dernier point? Be'echad be'shevat Rosh Hashanah le'ilan. Le premier Shevat, c'est le nouvel an pour les arbustes, pour les petits arbres. Pour l'arbre, nous dit ici tout simplement le texte. Alors, Maïtama, quelle est la raison? Alors ça, c'est selon Bet Shammai. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Le premier Shevat, oui, c'est ça. Alors, quelle est la raison? La Gemara répond. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer dit au nom de Rabbi Oshaya. Amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Oshaya, Ho'il ve'yatzeu rov gishme shana. Parce que la majorité des jours de pluie de l'année sont passés à ce moment. Ve'adayin rov tekufa mibachutz. Et la majeure partie de la saison d'hiver reste encore à venir. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, je suis content parce que c'est la question juste après qui vient, parce que ça fait bizarre, regardez, je répète, est-ce que vous avez, quand j'ai dit ça, vous avez senti le malaise ou pas du tout? Il dit parce que la majorité des jours de pluie de l'année sont passés, et la majorité de la saison d'hiver, donc, reste encore à venir. Bon, alors, oui, ok, mais ça, enfin, on dit, enfin, c'est bizarre. Alors, une petite explication dans le commentaire, mais sachez que ce que dit la suite de Hartzroll ici, la Gemara ne saisit pas cette réponse. Et d'ailleurs, la question est posée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maïka Amar. Que veut dire Rabbi Oshaya? Alors la Gemara explique, je vais continuer l'explication, je ferai les commentaires après. Harika Amar, voici ce qu'il veut dire. Afalpi sherov tekufa mibachutz, bien que la majeure partie de la saison reste à venir. Ho'il ve'yatzeu rov gishme shana. C'est parce que la majorité des jours de pluie de l'année sont déjà passés. Il a fait qu'inverser les deux phrases. Ok. On a inversé un peu le sens des phrases, mais je ne vois pas ce que ça change dans l'explication. Alors, Rabbi Eliezer nous dit donc au nom de Rabbi Oshaya, parce que la majorité des pluies de l'année sont passées et la majeure partie de la saison reste encore à venir. Et là, comme réponse, c'est pour nous dire, en fait, si vous voulez dire, bien que la majeure partie de la saison d'hiver reste à venir, c'est parce que la majorité des jours de pluie sont déjà passés. Donc on a appelé ça le nouvel an des arbres. Est-ce que c'est plus clair comme ça, dans un sens ou dans l'autre? A priori, c'est la même chose. Je ne vois pas très bien la nuance. J'essaye de voir en même temps quelques petits trucs tout de suite, quoi. Bon, en tout cas, c'est la réponse de la Gemara. Alors, on va revoir avec le commentaire parce qu'en réalité, si on a l'impression qu'on parle de la pluie et du beau temps ici, on ne parle pas de la pluie et du beau temps. D'accord? Donc, je vais recommencer, mais avec cette fois-ci les ajouts de commentaires pour savoir en fait de quoi on parle en réalité. Donc, je reprends. Donc, le premier Shevat est le nouvel an relatif aux arbres. Alors, qu'est-ce que nous dit les commentaires? On ne peut pas désigner des fruits éclos avant cette date comme Teruma ou Maaser, de ceux éclos après cette date, nous dit Rashi. Ça veut dire que si c'est ça le nouvel an des arbres, pour désigner ce qui est la Teruma ou Maaser, les désigner en tant que futurs fruits pour le Maaser, eh ben, on ne peut pas les désigner, donc, s'ils ont éclos avant cette date. Ok? Alors, on ne peut pas désigner des fruits éclos avant cette date comme Teruma ou Maaser, de ceux éclos après cette date, mais je ne comprends pas cette phrase non plus. Peut-être c'est un peu trop tôt pour faire la vidéo là.
Alors, comme nous l'avons appris au-dessus, donc effectivement, on avait appris quoi? Que la terouma et le maaser de chaque année sont à prélever sur les récoltes qui appartiennent à cette année. Mais quand on est le premier Shevat, a priori, on est déjà bien avancé quand même dans l'année. On a quand même, après Tishri Marcheshvan, enfin on est assez loin quand même de Rosh Hashanah. Donc on ne peut pas désigner les fruits éclos avant cette date, comme Teruma ou Maaser, de ceux éclos après cette date. Ah voilà, en fait ce qu'il dit ici, c'est qu'en gros, avec le premier Shevat arrive en fait le comptage des récoltes. Est-ce que ma récolte appartient à l'année d'avant ou est-ce que ma récolte appartient à l'année passée? Et donc, alors, justement, en fait, justement, a priori, ce serait de dire que au premier Shevat, c'est là que va se fixer finalement cette limite pour les récoltes, tout simplement. C'est-à-dire que si j'ai des fruits qui ont poussé avant le premier Shevat, ça appartient à la saison d'avant. Si j'ai des fruits qui poussent après le premier Shevat, ça appartient à la saison d'après. Et donc, quand je vais faire des prélèvements, des terouma de maaser, eh bien, je comptabiliserai tout ce qui va sortir avant le premier Shevat comme la saison précédente, et tout ce qui va sortir après comme la saison suivante. Et donc, en fonction des années, ce que j'ai obtenu dans une saison appartiendra à la saison d'avant ou à la saison d'après, tout simplement en fonction du premier Shevat. C'est pour ça qu'on appelle ça le nouvel an des arbres. A priori, c'est ce qu'il essaye de dire. Alors, quelle est la raison donc pour laquelle le nouvel an des arbres s'inscrit au mois de Shevat? Donc la question est posée. Et en fait, ça suit bien finalement ce qui a été dit. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la vidéo finalement précédente. On avait, dans notre analyse, on avait vu que finalement tout tourne autour de la saison des pluies. Tout tourne autour de la quantité d'eau qui a été absorbée dans la terre et dans les plantes, et que une fois qu'elles sont absorbées, d'accord, est-ce que oui ou non cette eau, elle est gardée dans la plante et elle est utilisée pour le bien du fruit, ou est-ce que cette eau est une eau qui n'est pas réellement gardée par la plante et finalement les légumes qui vont profiter de l'eau, si elles en profitent au jour le jour, alors ça dépendra du moment de la cueillette. Si le fruit n'utilise que des réserves, alors ça dépendra du tiers de la maturité. On avait vu quelque chose comme ça, ouais. Donc on peut dire ici que on est quelque part dans une suite logique finalement, parce que toute la réflexion ici se fait autour du premier Shevat par rapport finalement à la quantité d'eau qui a été finalement envoyée dans la terre. Et la réponse la raison qui est donnée en tout cas pourquoi on a choisi le premier Shevat comme nouvel an des arbres, donc finalement ça poursuit la logique de cette quantité d'eau qui doit rentrer en terre, parce que ce qu'il nous dit justement ici, c'est parce que la majorité de l'eau de pluie de l'année sont déjà passées. Donc qui dit majorité dit que l'arbre a déjà pris toutes les réserves nécessaires pour faire en sorte que ses fruits éclosent, et que même s'il reste encore des eaux de pluie à venir, elles ne seront plus vitales pour l'éclosion du fruit. C'est-à-dire que le fruit va éclore avec toute l'eau déjà passée. D'accord? Et toute l'eau future va servir pour plus tard, ou pour autre chose, ou pour d'autres fruits, ou pour permettre aux fruits d'être plus jolis, peut-être. Mais, pour ce qui est de la viabilité du fruit, l'eau a déjà été, la quantité d'eau nécessaire est déjà dans l'arbre, en tout cas. Et donc, finalement, on est vraiment dans cette continuité. Sauf que, comme l'arbre a peut-être un rythme différent qu'on constate par rapport à des légumes, des céréales, alors justement, l'idée c'est que par rapport à la nature même de l'arbre, on est fixé donc au premier Shevat, en tout cas pour Beth Shammai, on fixe au premier Shevat, ou au 15 Shevat pour Beth Hillel, on fixe au premier Shevat ou au 15 Shevat le nouvel an pour les arbres, à cause de ce rythme un peu décalé que va avoir l'arbre, à savoir qu'il
qu'il garde en lui une eau qu'il a déjà absorbée depuis longtemps et qui va servir, même s'il n'y a plus d'eau, à fabriquer ce fruit. En tout cas, dans le moment où le fruit est en train d'être formé, cette majorité d'eau qui a déjà été envoyée, quelque part, indique que l'arbre est rempli suffisamment pour faire des nouveaux fruits. Et donc, c'est pour ça qu'on dit c'est le nouvel an pour les arbres, et pour ça qu'il y a une récolte avant et après, en fait. C'est-à-dire que la récolte avant le premier Shevat, puisqu'il y a déjà toute l'eau de pluie qui est déjà faite, tout ce qui était avant a déjà été emmagasiné. Et donc, s'il y a des fruits, ils appartiennent à la récolte d'avant. Et puis, toute l'eau d'après, finalement, servira pour la récolte future. Je sais pas. Bon, on va analyser quand même les commentaires encore. Alors, qu'est-ce qu'il disait ensuite dans la réponse donc de la Gemara? On a dit que c'était parce que la majorité des eaux de pluie de l'année sont passées, pour Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Yeshaya, dans cet ordre. Alors, en Eretz Israël, nous dit ici le commentaire, la pluie ne tombe pas vraiment toute l'année, mais vraiment uniquement pendant la saison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ayant été en Israël, je peux vous dire qu'effectivement, il y a véritablement la saison des pluies, et puis la saison de plus rien. Alors, donc il y a une saison de pluie, où la pluie ne tombe pas toute l'année. Donc cette saison qui est un peu l'hiver, c'est à peu près justement autour du mois de Shevat, quoi. Théoriquement, j'ai envie de dire théoriquement, parce qu'il y a des années où ça peut aller se prolonger jusqu'en Iyar. Mais en gros, la majorité de la pluie, normalement, elle tombe avant le premier Shevat. Donc ça commence à la mi-automne et se poursuit pendant tout l'hiver. Donc ça commence à peu près en novembre, septembre, octobre, novembre, quoi. À peu près en octobre ça commence, octobre, novembre, et puis après ça se poursuit jusqu'en décembre, jusqu'en quasiment, presque jusqu'en mars, mais oui c'est ça, en mars, et parfois ça peut se poursuivre jusqu'en avril et mai, mais alors mai c'est très rare quand même. Alors, mais en gros, la majorité de la pluie, elle va se faire justement à partir d'octobre, et en particulier novembre, décembre, janvier. Voilà. Après, vers janvier, justement, on n'est pas loin de tout Bishvat, on n'est pas loin du premier Shevat, donc janvier-février. Et là, il va encore pleuvoir, mais en théorie, c'est des résidus de pluie, quoi. C'est ce qui va rester. C'est pas ce qui va être la majorité des pluies. Donc les pluies tombent au cours de la première moitié de la saison. Les pluies qui tombent au cours de la première moitié de la saison sont celles qui assurent la croissance de la nouvelle récolte, en gros. C'est ce que nous dit ici le commentaire, donc ça paraît logique. C'est pourquoi cette partie de la saison est appelée Zman Revia, car les premières pluies fécondent la terre et engendrent les nouveaux fruits. Donc ça c'est dans Ta'anit. Dans le traité de Ta'anit, la page 6b, il nous dit ça. Donc les premières pluies, elles permettent, ce que je disais, ça va, elles permettent de tout simplement aux fruits d'être rendus viables. D'accord? C'est ce qui va permettre de féconder la terre. Donc c'est cette idée de fruit qui va être viable, qui va pousser, quoi. Ces pluies provoquent la montée de la sève dans les arbres, ce qui va produire donc les nouveaux fruits. Aussi, une fois que la première moitié de la saison est passée, les nouveaux fruits de l'arbre sont prêts à éclore. Donc on a les fruits qui sont prêts. Donc quand cette première moitié de saison est passée, et puisqu'ils sont prêts, c'est pour ça qu'ils appartiennent à la période où les fruits sont prêts à éclore. Mais je ne vois pas très bien. Il y a un détail qui me gêne, on verra. Alors, la saison des pluies, elle commence en Eretz Israël le 17 Marcheshvan, c'est précis quand même, voire Ta'anit 6a, et s'étend jusqu'à la fin du mois de Nissan, en gros. Et ça correspond bien, effectivement. Alors, du 17 Marcheshvan jusqu'à la fin du mois, tout le mois de Kislev et tout celui de Tevet, plus les 15 premiers jours de Shevat, cela fait un peu moins de 3 mois. Le reste de la saison pluvieuse, c'est-à-dire la seconde moitié du Shevat, Adar et Nissan, représentent exactement 2 mois et demi. Ainsi, le 15 Shevat, qui marque le nouvel an d'après Beth Hillel, la majeure partie de la saison pluvieuse, c'est déjà équilibré. Bon, ça c'est pour nous expliquer un peu la différence entre le premier Shevat ou le 15 Shevat. Il y a, on va dire, un découpage en fonction de dates très précises, pour lequel la pluie tombe. Alors, le 17 Marcheshvan, pourquoi le 17 Marcheshvan?
Je sais pas. Faudrait aller voir l'étude dans Ta'anit pour comprendre la chose. En tout cas, voilà, ils ont un découpage du nombre de mois par rapport au mois, enfin, un découpage précis de quand commence la saison des pluies ou pas. Voilà. Vous vous rappelez, on avait fait une discussion sur le principe des normes, hein, à savoir que effectivement, tu vas avoir des années où ça peut venir un peu avant ou un peu après, où ça peut se terminer un peu avant, ça peut se terminer un peu après. D'accord? Dans les décisions des sages, il ne faut pas chercher trop de science ici, et c'est ce que nous avait dit, vous vous rappelez, une des réactions, je ne sais plus comment il s'appelait le Rav, qui nous avait enseigné ça, mais en réaction, je crois que c'était à Rabbi Zira, qui critiquait justement hein, que quand tu calcules bien, c'est jamais exactement à ce moment-là qu'arrivent les choses. C'est-à-dire que les mesures qui ont été faites, pour lui, c'est bizarre qu'on nous dise un chiffre précis. Hein. C'est à propos de la discussion du tiers de la maturité, si vous vous rappelez. Voilà, c'était Rabbi Zera, vous vous rappelez alors, c'est Rabbi Zera qui avait répondu, et celui qui avait critiqué, c'était Rabbi Yirmiya, qui lui avait dit, mais on ne peut pas déterminer précisément quand c'est en dessous ou au-dessus du tiers de la maturité. D'accord? Et Rabbi Zera lui avait répondu, mais tu peux dire la même chose en fait sur les 40 CA, si jamais il te manque une goutte d'eau dans un mikvé, eh bien, de 40 CA, bon, peu importe ce que veut dire 40 CA, hein, c'est un volume, mais il te manquerait une goutte d'eau, ça n'est plus valable. Quand tu as la taille d'un œuf, il te manquerait le volume d'un grain de sésame, ça n'est plus valable par rapport à certaines mesures, etc. Alors, c'est vrai que tu peux toujours chipoter sur les limites. C'est ça ce que voulait dire ici ce texte. Mais il lui disait de ne pas s'extraire de la halakha. C'est-à-dire, en fait, on est dans un cadre de la loi. Et que quand tu fabriques une loi, vous savez, c'est comme par exemple l'histoire du franc symbolique. Vous savez, en France, quand il y a une société qui doit être vendue pour des raisons qu'elle doit fermer ou je ne sais quoi, il y a un acte de vente qui va être fait, et ils appellent ça, cet acte de vente, il est fait avec une sorte de franc symbolique, une espèce de rachat de la société avec le franc symbolique. Le franc symbolique, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que le contrat doit être réglé avec comment dire, quand tu vas transmettre ce bien qui était cette société qui a dû fermer pour les raisons économiques qui sont les leurs, à un moment donné, ils étaient obligés de fermer. Où il a dû, pour des problèmes de droit, le revendre. Mais revendre quelque chose, tu ne peux pas le revendre gratuit. Ça s'appelle plus vendre. Et comme apparemment, j'ai l'impression, hein, dans cette loi, je ne connais pas très bien, mais j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas le donner. Donc il faut que le contrat ait une valeur. Et pour qu'elle ait une valeur, il faut donner un franc. Mais attends, si je voulais m'amuser comme on pourrait s'amuser à dire, mais attends, comment il peut me dire c'est le 17 Marcheshvan qu'il va y avoir la pluie? Comment tu peux me dire que quand tu as un volume de 40, tu enlèves une goutte d'eau, c'est plus valable? Bah tu peux dire pareil avec l'histoire du franc symbolique. Tu vas me dire, mais alors c'est pas valable pour ce contrat. Je veux dire rien que le prix de l'ensemble des machines, du métal tel qu'il est à l'intérieur de l'usine, il vaut déjà une certaine somme. Ça ne peut pas être juste un petit franc. Je veux dire, quand ils l'ont acheté, ils ne l'ont pas acheté un franc. Et pourtant, la vente, elle va se faire pour l'idée de ce qu'on appelle le franc symbolique. Alors, ils ont rajouté en français le mot symbolique parce qu'ils savent bien que la valeur réelle des produits qui sont vendus avec cette usine, quand elle est revendue pour ce franc, eh bien, ça ne valait pas, certainement pas un franc. Hein, aujourd'hui, 1 euro, mais beaucoup plus. Mais comme de toute façon l'autre est étouffé, qu'il n'y peut plus et qu'il est endetté, au fond, cette cessation d'entreprise pour ce franc symbolique permet, du point de vue du droit justement, eh bien, de donner du crédit et de la valeur à un document juridique qui permet de faire cette transmission. On est un peu dans le même contexte, c'est-à-dire non pas le contexte d'une société que tu vas vendre, mais dans le contexte d'un système de droit qui permet en réalité de fixer des limites. Après, quelle est la meilleure limite à fixer? Est-ce que c'est le premier Shevat ou est-ce que c'est le 15 Shevat? Alors, il y a des règles, même si d'un point de vue science, encore une fois, entre le 17 Marcheshvan et puis la veille de Pessah, a priori, c'est pas nécessairement à ce moment-là
que va tomber la pluie. Ça peut être un petit peu avant, jusqu'à un petit peu après, ou un petit peu avant, jusqu'à un petit peu avant Nissan. Même si c'est pas strict la limite, chacun il a son calcul, et puis la loi elle tranche derrière. C'est-à-dire c'est quoi la loi? C'est-à-dire c'est les rabbins qui donnent finalement la limite à imposer dans une certaine mesure raisonnable vis-à-vis de la réalité de la nature. C'est-à-dire que bon, on va pas fixer les limites non plus dans des moments d'été, en plein été, alors que ça n'a rien à voir, la pluie ne tombe pas du tout en été, tu vois. Mais c'est un cadre de la loi. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc effectivement, du coup, quelle est cette différence apparemment entre le premier Tishri et le 15 Tishri dans les calculs de Beth Shammai et de Beth Hillel? Si c'est bien compris donc ce commentaire que je venais de lire, c'est que les deux font un calcul en fait et coupent en deux en quelque sorte, mais chacun il a la limite qu'il a, on va dire pas imaginé, mais qu'il a observé à sa façon de quand commence finalement la saison des pluies, quand elle se termine complètement. Et en fonction des dates que se sont fixées les deux, chacun a trouvé, on va dire, au milieu, en quelque sorte, la date où la majorité de la pluie est tombée et ce qui reste à venir, mais en moins grande quantité. Et donc chacun a fixé donc sa limite. Alors pour Beth Shammai, c'était au premier Shevat, pour Beth Hillel, c'était le 15 Shevat. Et l'explication donc qui est valable aussi bien pour Shammai que pour Hillel, c'est que chacun en fait a imaginé, pensé que finalement toutes les pluies sont passées durant cette période jusqu'au premier pour Beth Shammai et au 15 pour Beth Hillel, et après il reste de la pluie qui reste encore à venir, mais qui ne sert plus à l'arbre, en tout cas pour faire éclore son fruit. Et toute la logique vient de cette quantité d'eau que l'on doit se servir, que l'arbre doit se servir, pour permettre à son fruit de sortir et d'être viable. À partir du moment où il sort et qu'il est viable, il ne peut que continuer à grandir. Mais quelle quantité d'eau et quand est-ce que, et quelle est finalement cette limite où l'arbre finalement a la quantité d'eau suffisante pour faire éclore son fruit, eh bien c'est ça qui détermine le nouvel an de l'arbre, tel que ça a l'air d'être expliqué ici en tout cas. Alors après, j'ai pas très bien saisi en fait la différence entre, on va dire, la réponse de la Gemara et qu'est-ce que voulait dire Rabbi Oshaya, parce que voilà ce qu'il veut dire, je répète l'explication, donc rappelons cette controverse. Rabbi Eliezer a donc dit au nom de Rabbi Rishona, parce que c'était la majorité des pluies de l'année qui sont passées, et la majeure partie de la saison d'hiver reste encore à venir. Et la Gemara donc nous explique qu'est-ce que voulait dire Rabbi Oshaya. Il nous inverse tout simplement la phrase. Il dit bien que la majeure partie de la saison d'hiver reste à venir, eh bien c'est parce que la majorité des jours de pluie de l'année sont passés. Bon, je pense qu'on a compris. Donc l'idée globale de ce qu'on vient de dire, c'est que voilà, la majorité des pluies, c'est ce qui fait qu'on va déterminer le nouvel an des arbres. Bon, très bien. Rien de particulier. Alors si on regarde un petit truc ici, bon, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine non plus. C'est-à-dire que le passage, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici donc? C'est-à-dire que le passage de plus de la moitié de la saison pluvieuse constitue le facteur qui est prépondérant pour déterminer si l'arbre est prêt à donner des fruits, tout simplement. Donc, est-ce que l'arbre ou pas est prêt à donner des fruits? Ça va être durant cette période de quantité de pluie. S'il y a une majorité de pluie déjà passée, c'est ça qui dit les pluies. Alors, le Ridouché Haran, un petit commentaire qui n'est pas court, soutient que si ce raisonnement est suffisant pour fixer le nouvel an des arbres en Shevat, c'est uniquement parce que l'obligation du Maaser liée aux arbres est d'ordre rabbinique. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut déterminer le nouvel an des arbres à ce moment-là. Parce qu'on peut mettre une date particulière, parce que, en fait, rappelez-vous, les seuls fruits et légumes qui sont soumis, d'après la Torah, au Maaser, ce sont d'abord et avant tout l'olive, nous dit ici ce commentaire, l'olive, le raisin, et puis les céréales. Mais, enfin le blé et l'orge. Mais en réalité, c'est un commandement d'ordre rabbinique. Donc en réalité, on peut faire ce raisonnement simplement à propos du nouvel an des arbres, en fixant les limites par rapport à ce que l'on observe la nature, plus ou moins, en fixant ce règle de loi, en fixant un cadre de loi, que c'est soit le premier, donc Shevat, ou le 15 Shevat, que va terminer finalement la majorité de la pluie qui est tombée. Eh bien, on peut le faire parce que tout simplement, le prélèvement pour les fruits, de toute façon, était en réalité d'ordre rabbinique, en tout cas des fruits autres que le raisin ou l'olive. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Donc le nouvel an normal pour le raisin et l'olive. Alors je vous pose la question, je vous laisse répondre, et maintenant je vous dis la réponse. Alors c'était effectivement le nouvel an c'était le premier Tishri, et non pas du tout le premier Shevat. Hein, vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait dit dans les pages d'avant. Alors, Rashi utilise un argument similaire qui concerne les facteurs qui décident de l'année du Maaser des fruits. Bon, alors le Ritva, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'est pas d'accord du tout avec ce commentaire que je viens de vous lire, qui dit la chose suivante. Il soutient qu'il s'agit en fait d'un mode de détermination de nature biblique. D'accord. Donc lui, il dit que cette manière d'analyser comment vient finalement le nouvel an pour les arbres, au départ, donc, le Chidushé Haran nous disait que, en fait, c'est quasiment arbitraire parce que, de toute façon, ce sont les rabbins qui ont fixé, finalement, la règle pour les fruits. Mais pour le Ritva, il dit non, non, pas du tout. En réalité, ça n'est pas du tout d'ordre rabbinique, mais même pour les fruits normaux, c'est quasiment de nature biblique. Pourquoi? Car la Torah a confié aux sages le soin de déterminer ces questions et maintes autres que la Torah n'a pas précisées. Alors bon, ça c'est une règle d'ordre général, à savoir que, effectivement, tout ce qui est d'ordre rabbinique, en réalité, ça reste en réalité d'ordre de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah a donné aux sages ce pouvoir de donner, effectivement, des règles qui ne seraient pas écrites dans la Torah. Donc quand une règle n'est pas écrite dans la Torah, si les rabbins viennent, comment dirais-je, préciser les lois et les rendre plus accessibles ou combler, on va dire, des trous qui étaient dans la loi proposée par la Torah, eh bien, en fait, c'est une ordonnance de la Torah pour les sages de le faire. Et puisque les rabbins le font au nom de cette ordonnance de la Torah, donc quand quelque chose d'ordre rabbinique a été établi, en réalité, c'est quelque chose qui vient aussi de la Torah, puisque c'est une ordonnance de la Torah pour les rabbins d'établir les règles qui n'auraient pas été données dans la Torah. Alors, il est clair que le Rambam, qui pense que l'obligation de prélever le maaser sur les arbres est d'ordre biblique, de toute façon. Donc, pour Rambam, en réalité, c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste que, de toute façon, c'était d'ordre biblique aussi pour les arbres. Alors, c'est quoi sa source? Je ne sais pas. Peut-être, oui, on avait peut-être cité cette chose-là ailleurs. On peut aller voir. Et donc, le Ritva aussi se range donc, le Rambam donc se range de cet avis, à savoir que Shevat est le nouvel an des arbres, même du point de vue de la Torah. Donc on n'est pas pour pas mal de commentaires, en réalité, ça n'est pas une ordonnance rabbinique, mais c'est une ordonnance biblique. Alors je vais voir quand même le commentaire parce que je ne m'en rappelle pas. On va voir donc la 12a, il nous donne une référence pour le commentaire qui nous montre que c'est en fait une ordonnance d'ordre de la Torah et non pas rabbinique. Note 17. Alors on va la trouver parce que c'est dommage. Alors c'était un beau commentaire de 40 pages. Je m'amuse. Alors attendez, 16. Alors où est-ce qu'il est? Alors, voilà. Donc en fait, donc on avait bien dit que c'était a priori machin. Alors je regarde jusqu'à ce qu'ils nous disent. Alors les raisins ne sont pas astreints. Bon, alors le Rambam pense pour sa part que toutes les espèces de fruits tombent sous le coup de l'obligation biblique au même titre que les céréales. D'accord, mais ils ne nous disent pas sa référence. Il faut aller chercher dans certaines références. Bon, alors dans ces cas-là, on va pas aller. Bon, ils ne font que. C'est vraiment une perte de temps là ce qu'ils m'ont fait faire. Parce qu'ils m'ont envoyé dans un commentaire qui finalement nous répète que Rambam le pense, avec dedans les références pour savoir pourquoi il le pense, mais c'est pas dans ce livre. Donc on va rester sur notre livre tel qu'il est. Alors, on continue. Donc la Gemara nous cite une braïta, à la suite de cette discussion qui aurait dû être très courte. Et on va passer bientôt à la page donc 14b. Alors, les sages ont enseigné dans une braïta, Maaseh be Rabbi Akiva. Il arriva que Rabbi Akiva, chez Liket Etrog Be'echad Be'Shevat, qui était en train de récolter, de cueillir un cédratier, le premier Shevat, Venahag Bo Shene Isurin. Et il a pris l'habitude, il le soumit à 2 prélèvements de dîmes. Donc il faisait, nous dit le commentaire ici, un maaser sheni, comme s'il se fût agi de la seconde année du cycle de la Shemitah, et il en préleva aussi le maaser à Ani, comme pour les pauvres. Donc il faisait en fait
2 maaser supplémentaires, quoi. D'accord? Alors, Echad qui livrait Bet Shammai, l'un était le maaser Ani, conformément au propos de Bet Shammai, Ve'echad qui livrait Bet Hillel, et l'autre, conformément au propos de Bet Hillel. Rabbi aussi Bar Yehuda Omer. Alors, donc en gros, il faisait en fait un prélèvement à partir du premier Shevat, comme Bet Shammai, et il faisait un prélèvement à partir du 15 Shevat pour le deuxième, conformément à Bet Hillel en fait. Donc, mais regardez ce qu'il faisait, donc, si j'ai bien compris, ce que dit ici aussi le commentaire, c'est-à-dire qu'il prélevait le maaser à Ani, celui pour les pauvres, qui normalement se fait pas en même temps que le maaser Sheni, mais il faisait donc le maaser à Ani pour les pauvres avec le premier Shevat, comme Bet Shammai le demande, et il faisait un maaser Sheni, c'est-à-dire le deuxième maaser qu'il fallait prélever pour d'autres institutions, le 15 Shevat, comme le demandait Bet Hillel, ou celui qu'on peut aller manger jusqu'à Jérusalem. Rabbi Yossé Bar Yehuda Omer, Rabbi Yossé Bar Yehuda a dit Lo minhag Bet Shammai ou Bet Hillel nahag ba. Ce n'est pas aux procédures respectives de Bet Shammai et de Bet Hillel qu'il a soumis les fruits. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas fait ce prélèvement par rapport à ni Bet Shammai ni Bet Hillel. C'était pas du tout dans l'intention de se soumettre à ce que disait finalement ou Bet Shammai ou Bet Hillel. Il n'a pas fait 2 prélèvements pour suivre l'un ou l'autre. Mais plutôt, et là, Minhag Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer Nahagba. C'est en fait plutôt procédure de Rabban Gamliel, de Rabbi Eliezer qui l'a soumis. Et on va voir juste en dessous qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans une Mishnah? Dites-moi, car on a appris dans une Mishnah. Et on va apprendre justement qu'est-ce qui s'est passé avec Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Etrog Shavé. Un étrog, c'est différent. Alors, étrog, shavé les ilan beshlosha drachim. Le étrog s'apparente à un arbre sous 3 aspects. Traduction différente. Alors, égal peut-être, oui. Shavé, c'est pas différent, oui, pardon. Alors, l'étrog est égal à une sorte d'arbre sous 3 aspects. S'apparente à l'arbre sous 3 aspects. Uliarak bederech echad, et aux légumes sous un seul aspect. C'est-à-dire que, quand tu vois un étrog, tu pourrais imaginer que c'est un fruit à cause de 3 aspects, et tu pourrais imaginer que c'est un légume par rapport à un aspect. Donc le étrog a des propriétés dans sa façon de grandir, etc., qui font qu'il peut ressembler, il y a 3 propriétés qui sont communes à tous les arbres, ou à tous les fruits de l'arbre, et une propriété qui est commune à tous les légumes. Il s'apparente à l'arbre, pourquoi? Shavé le ilan bishlosha drachim. Donc il est égal à l'arbre sous 3 aspects. Quels sont les aspects? Les orla, les rvi'i, et les shvi'it. Parce que sur le fait que c'est comme un arbre, on doit lui prélever la orla, le réveil, et pour la shemitah. La orla, donc on doit attendre 3 ans avant de pouvoir prélever ses fruits. Le réveil, la 4e année, si on prélève, c'est pour les amener au temple, ou en tout cas pour les amener à Jérusalem, ou les revendre et utiliser l'argent là-bas. Et pour la shemitah, parce que pendant la shemitah, tu ne vas pas récolter ses fruits. Et il s'apparente aux légumes sous un seul aspect, à savoir chez donc et aux légumes sous un seul aspect, chez Bisharat Liktato Aïsouro, car le statut du prélèvement de sa dîme est déterminé au moment de sa cueillette. C'est-à-dire que, vous vous rappelez qu'une des règles qu'on avait établies par rapport au prélèvement de la dîme, c'était quand tu le cueilles. Si tu le cueilles à un moment donné, tu le cueilles pour une dîme particulière, si tu le cueilles à un autre moment donné, tu le cueilles pour une autre dîme. Et justement, d'ivré Rabban Gamliel, ce sont les paroles de Rabban Gamliel. Alors, Rabbi Eliezer, j'allais dire justement, on a l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, parce qu'on peut réfléchir tout de suite, voilà, si tu me dis qu'il a pris le premier Shevat, ça appartenait à la saison d'avant, et puis après le moment où tu passes au 15 Shevat, puisqu'on a vu que le 15 Shevat est le nouvel an des arbres, ou le premier, tu passes à la saison d'après. Donc s'il ne se fie qu'à Bet Hillel, au priori ça marche, puisque quand il va cueillir des fruits qui sont sortis avant, puisque c'est déterminé au moment de la cueillette que se fait finalement le maaser, bon, on peut dire qu'il a fait un maaser par rapport à l'année qui venait de s'écouler, et puis après le 15 Shevat, il a fait le maaser de l'année courante, celle d'après. Et en fonction effectivement d'une année ou d'une autre, on est soit au Maaser Ani, soit au Maaser Sheni, puisque normalement le Maaser Ani et le Maaser Sheni ne se font pas la même année. Donc il a compté comme l'année précédente par rapport au Maaser
quand il a prélevé le premier Shevat, et donc a priori on peut supposer qu'il l'a fait pour Beth Hillel. Bon, a priori c'est ça qu'on va dire, mais je vais vous le dire quand même, on va le lire quand même. Rabbi Eliezer Omer, parce que c'est logique. Hein. Alors Rabbi Eliezer Omer, alors ça, ce qu'on a dit c'était par rapport à Rabban Gamliel. Maintenant qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Lui il dit le hétrog s'apparente à l'arbre sous tous les aspects, c'est-à-dire y compris le prélèvement de la dîme. C'est-à-dire même pour le maaser, c'est pas du tout comme on a dit au moment de la cueillette, puisqu'on avait vu que pour les légumes autres que les céréales, c'est au moment de la cueillette qu'on devait faire le maaser. Mais ici, il te dit que ça s'apparente à tout, comme normalement, comme tous les autres aspects. Ça veut dire que pour lui, comme pour les céréales par exemple, le maaser, eh bien, on avait dit que pour le maaser, c'était au tiers de la maturité du fruit que venait le moment du maaser. Et donc, pour lui, pour Rabbi Eliezer, on pourrait dire que, bon, ça change rien pour Rabbi Akiva qui a prélevé son fruit, même le premier Shevat. On peut imaginer que le fruit était déjà façonné, prêt à être cueilli. Donc, il était au minimum plus loin que son tiers de la maturité. Et les autres fruits qui restaient n'étaient pas encore à cette maturité. Puis, après le 15 Shevat, ou vers le 15 Shevat, les fruits ont commencé à sortir comme il fallait. Et là, il pouvait faire effectivement un deuxième prélèvement sur et compter en tout cas les prélèvements qui venaient après le 15 Shevat comme le prélèvement de l'année d'après le 15 Shevat, comme le maaser de l'année suivante. Et donc on a 1 et puis 2. Donc par rapport, alors on avait aussi réfléchi, si vous vous rappelez, par rapport à la Orla, à la Rivara, et on avait vu dans un diagramme, si vous vous rappelez, alors on n'avait pas le diagramme, vous n'avez pas le diagramme devant vous, mais on avait expliqué que pour la Orla, à la 4e année, on poussait justement jusqu'au 15 Shevat, au lieu de l'initialiser à Rosh Hashanah ou de le réinitialiser à Rosh Hashanah. Et que les moments pour comptabiliser les années où il faut faire ou pas le prélèvement, elles se faisaient avec le 15 Shevat ou le premier Shevat selon Shammai ou Hillel. Bon, ben ça va, c'est clair finalement. Alors, la Gemara s'interroge sur l'interprétation à donner que donne alors le Tanakama du comportement de Rabbi Akiva. Donc effectivement, alors moi je vous ai donné une interprétation tout de suite comme ça à chaud. On va voir si c'est le même. Théoriquement, ça devrait être le même parce que c'est tout simplement logique. Hein. Alors, mais est-ce que l'on doit agir conformément à deux avis contraignants, contradictoires? Et pourtant une braïta. Alors attendez. On va voir plutôt le commentaire de Hardscroll, parce qu'apparemment il a fait ce commentaire un petit peu comme je vous l'ai dit. Alors, il nous dit ici, donc pour Rabbi Yossé ben Yehuda, Rabbi Akiva en fait hésiter entre l'avis de Rabban Gamliel qui assigne l'étrog de l'année de la cueillette et entre l'avis de Rabbi Eliezer qui l'assigne à l'année d'éclosion. Et comme ces étrogim avaient éclos au cours de la 2e année, mais n'avaient pas été cueillis que durant la 3e année, Rabbi Akiva donc on a prélevé à la fois le Maaser Sheni et le Maaser Ani. Alors ok, bon c'est pas tout à fait, j'ai pas l'impression que c'est ce que j'ai dit. Bon, allez, on va s'arrêter là et on va reprendre en fait tout ça dans le cadre de la page 14b. On va le reprendre pour que ce soit bien clair parce qu'il y avait plein de commentaires à lire que je n'ai pas lus et on va le faire avec les commentaires. À la prochaine.